Je mesure 1m78 et j'hésite entre le M et le L. Je Qu'en fais penses-tu? 1m70, une idée de la taille qu'il faut prendre. Quelle taille pour une personne de 1m79 et 85-86 notre Petite jambe? question, je mesure 1m72. À votre avis, quelle taille me Quelle taille faut-il? pour une personne d'1m79 et 85-86 entre jambes? Bon, il va être temps qu'on réponde à vos questions. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur le petit blog à vélo. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, on répond à vos questions concernant le Allroad 250. Vous êtes nombreux à consulter ces vidéos et je vous en remercie grandement. Merci à vous d'avoir fait exploser le nombre de vues sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les questions les plus redondantes, celles qui reviennent le plus souvent sur la chaîne concernant ce vélo, concernant ses équipements. Donc c'est parti, on passe à la première question. La question que vous m'avez le plus souvent demandé, c'est concernant la taille. En effet, par rapport au Century 250, les cotes du cadre ont légèrement changé pour pouvoir intégrer une nouvelle taille, le XL. Vous avez été nombreux à me demander ma taille, mon entrejambe n'est pas le plus important en fait. C'est est-ce que j'étais bien posé sur ce vélo? Parce que sur le papier, évidemment, au niveau des cotes, je pourrais très bien vous dire prenez un S, prenez un M. Évidemment, je ne vais pas vous conseiller un L ou XL si vous faites ma taille et vous faites ma longueur d'entrejambe. Évidemment qu'on va rester dans la limite de vos besoins en termes de taille. La vérité pour l'un n'est pas forcément la vérité pour l'autre. Voilà. Sachez que acheter un cadre, on va dire, à la bonne taille, vous tomberez jamais à la bonne taille pile. C'est assez rare, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Généralement, on va jouer avec la longueur de la potence, on va l'augmenter ou la raccourcir et jouer avec l'avance-recul de selle, avec l'avance-recul de la tige de selle. On n'y pense pas souvent, mais ça aussi, ça en fait partie. Donc, à cette question, quelle taille de vélo pour telle taille ou pour telle longueur d'entrejambe, j'ai envie de dire, ça aussi, ça dépend. Si vous avez des bras hyper longs, des bras hyper courts, forcément, ça change tout. Donc, essayez les vélos, montez dessus, c'est la meilleure façon de savoir ce qui vous convient. Il n'y aura jamais rien de mieux que le ressenti. Voilà ma réponse. Seconde question. Bonjour, comparé au Gravel Century 250, il justifie le changement. Encore une fois, je vais vous dire oui, forcément, il justifie le changement puisque c'est la seconde version, c'est la version améliorée du premier. Donc si vous voulez avoir le meilleur, prenez celui-là. Par contre, vous attendez pas à avoir un vélo révolutionnaire, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir des changements quand même assez signifiants, notamment au niveau des roues, ça, on ne peut pas le nier. Il y a un monde entre la première mouture et les Mavic Xerium 30 qui sont juste d'une efficacité incroyable. Eh bien, déjà, rien que là-dessus. Si vous êtes bikepacker voyageur, vous savez très bien que si vous aviez le Century 250, pour accrocher des trucs sur les fourches, peu d'entre nous étaient rassurés. Donc là, avec les 3 inserts, je pense qu'on est tranquille. Pour le reste, franchement, on a une géométrie revue et pour moi améliorée. On a l'insertion de la câblerie, du moins une partie, dans le cadre. Ça aussi, pour l'entretien, c'est pas mal. Le changement d'expandeur a été aussi un gros point fort. C'était l'un aussi des points faibles et c'était l'un des plus gros points de critique sur le 250 Century à sa sortie. Donc pour moi, il était important que ce changement ait eu lieu et il a eu lieu et pour le meilleur encore une fois. Ça vous coûtera simplement plus cher d'upgrader le 250 Century pour le mettre au niveau du Allroad. Ça vous coûtera beaucoup plus cher que d'acheter le Allroad directement. Donc, est-ce que pour 100 € de plus, ou pour 200 € pour ceux qui ont profité de la promotion, ça justifie le changement? Moi, je dirais oui quand même. Mais il n'est en aucun cas obligatoire. Certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi je ne l'ai pas acheté s'il était si bien à la sortie. Alors ça, déjà, ça ne regarde que moi. Et en l'état actuel des choses, vu que je ne peux pas rouler, si ça venait à durer, je ne vois pas pourquoi j'aurais la frustration de l'avoir dans mon garage si je ne peux pas rouler avec. C'est QFD. En attendant, les vélos qui sont sur le marché peuvent faire le bonheur d'autres personnes. Donc
Quand je serai prêt, je l'achèterai. Peux-tu confirmer que la cassette est bien en 32 dents? J'ai vu 36 sur un autre site. À ma grande surprise, il se peut qu'il y ait des différences dans les montages. Et oui, certains l'ont reçu avec une cassette de 36 et d'autres de 32. Est-ce que c'est un choix fait par les mécaniciens cycles des magasins Intersport ou est-ce que c'est par peut-être manque de matériel à Machecou, à l'usine d'assemblage? J'en sais rien, j'ai pas plus d'infos que vous là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que bon, certains auront la chance d'être en 1136 tout de suite, ça leur plairait peut-être, d'autres ça leur plairait pas. À la limite, je vous demanderai de vous rapprocher des pages Facebook ou des pages qui permettent le troc entre vous. Si vraiment vous voulez une 1132 et l'autre il veut une 1136, faites l'échange et puis voilà, tout simplement. Ça vous coûtera toujours moins cher que de racheter une cassette. Mais de base, normalement, le vélo devrait être livré avec une cassette 1132. Voilà pour les infos que j'ai. Le jeu de direction a l'air d'avoir changé aussi. Quel est le modèle du nouvel Expander? Alors, le nouvel Expander, c'est un FSA, voilà. Compressor TH883-1 en 1 par 1.8. Voilà, si vous voulez la ref totale. Donc, c'est un expander qui se fait par compression, en serrant la vis. On écarte cette vis et elle compresse le tube, elle compresse le jeu de direction dans le tube de fourche. Donc, on est sur un diamètre de 21 quand il n'est pas en tension, de 21 mm et un diamètre de 26 mm.2 quand il est en tension, quand la vis est serrée. La largeur de pneu maxi, 47 ou 50? Écoutez, recommandé par le fabricant, ça sera 47. En 50, je n'ai jamais monté un pneu de 50 sur le 250 ou le all-road. Tout simplement, la clearance, c'est-à-dire que c'est l'écartement des haubans arrière, je les ai mesurés personnellement, j'ai pris ces cotes-là. Personnellement, ce sont exactement les mêmes que sur le 250 Century. Pour l'arrière, pour les haubans arrière, on n'a pas changé au niveau des cotes. Il n'y a que le triangle du cadre avant qui a changé. Donc pour moi, c'est 47 le maximum. Qu'est-ce que tu conseilles comme pneu à la place de ceux d'origine? On va partir quand même sur du basique. Facile à trouver et on va mettre en avant le savoir-faire français. Pour moi, ça serait quand même des pneus Hutchinson. Comme je vous l'ai dit, facile à trouver. Ils ont quand même une gamme très très large, pas mal de tailles de pneus aussi. Si vous voulez du 38, du 40, du 42, du 45, vous avez toutes les gammes. Vous avez aussi du plus roulant au plus cramponné en allant de l'override au Tundra. Et je pense que là, du côté de chez Hutchinson, vous avez largement ce qu'il faut avec le meilleur rapport qualité-prix pour moi sur le marché. Après, vous avez Pana Racer, vous avez les pneus Tufo qui sont quand même pas mal répandus. Voilà. Vous faites une petite recherche sur internet, vous allez en trouver. Vous avez aussi dans les premiers prix les Shaoyang que vous aviez sur la première version du Century 250. Ils sont... D'ailleurs, si vous voulez un avis sur ces pneus, allez voir ma vidéo comparative justement entre les Shaoyang et le Hutchinson. Vous allez voir que l'écart de prix quand même se justifie. Et puis, sinon, une petite recherche sur internet et vous allez facilement trouver votre bonheur. Voilà. Mais c'est vrai que les Shaoyang d'origine sont quand même pas mal à écarter. Aurais-tu un modèle de selle et de tige de selle à nous conseiller en remplacement de ceux d'origine? Non. Non. Là-dessus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les selles. Comme je le dis, c'est propre à chacun. Moi, je sais qu'au tout début, j'avais vraiment du mal à m'y faire, à cette selle Italia Boost. Je trouvais qu'elle était très dure, qu'elle faisait un mal de chien. Et au final, c'est tout simplement parce que je l'avais mal réglé. Et que j'ai quand même fait la Babybel 101 km et 1750 de dénivelé
Donc autant vous dire que j'étais quand même pas mal assis dessus. Et franchement, au final, bah, c'est pas ce qui m'a plus dérangé, la selle et le tube de sel, au final. Le tube de sel, vous pouvez très bien vous acheter un tube de sel suspendu, c'est vraiment l'hyper confort que vous recherchez. Vous pouvez aussi utiliser une tige de sel carbone si vous le souhaitez, qui filtrera mieux. Voilà, vous pouvez aussi prendre des sels SMP, tout ça, les plus connus, Brooks, voilà, voilà. Mais vous conseiller là, sans vous connaître et sans connaître vos besoins réels, ça va être difficile de vous donner voilà, une marque en particulier. Plutôt peut-être, oui, effectivement, tige de sel télescopique, plutôt un type de sel, un type de tige de sel qui pourrait vous rendre service, voilà, par exemple. Mais de marque, non. Vous me dire, oui, je réponds pas à grand chose dans cette vidéo. Ben oui, mais c'est des questions aussi où ça se répond pas comme ça. À ceux qui roulent en gravel, c'est possible d'y monter un porte-bébé en porte-bagages ou sur le cadre directement. Alors, n'ayant jamais monté de siège bébé sur mes vélos, mais souvent des porte-bagages. Un porte-bagages est tout à fait possible et il est étudié aussi pour ça. Vous avez notamment les nombreux inserts qui le permettent à l'arrière. Je vous conseille quand même de mettre le porte-bébé sur ce porte-bagages. Évidemment, choisissez un porte-bagages qui va soutenir le poids de votre bébé. N'oubliez pas aussi que selon les recommandations du fabricant, le poids de votre enfant, du porte-bagages, du porte-bébé et le vôtre ne doit pas dépasser un certain poids, soit 120 kg. Donc, faites bien attention aussi à ça, aux recommandations fabricants. Ensuite, un porte-bébé sur le cadre, moi j'ai jamais été fan, ne serait-ce que pour la sécurité de l'enfant, ni pour votre sécurité à vous, ni pour votre confort, ni pour votre visibilité. C'est jamais agréable de pédaler en mode crapaud avec une jambe de chaque côté qui part sur le côté là. Peut-être que je me trompe, voilà, mais c'est comme si vous montiez votre enfant sur le guidon, vous faites soleil, c'est la tête qui prend en premier. Moi je trouve ça pas terrible. Alors maintenant, on va passer aux questions qui ont été les plus répondues en message privé sur Instagram et sur la page Facebook. Concernant le changement de cassette 10 vitesses 1136 sur le Nakamura 250, est-ce que tu as dû changer la chaîne aussi? Est-ce qu'on peut mettre la vitesse grand plateau plus grand pignon avec le 1136 sans changer la chaîne? Bien, écoutez, à cette question, la réponse est oui. Il suffira... Tout dépendra des modèles, tout dépend des réglages qui ont été faits par vos mécaniciens cycles, mais il suffira juste de jouer avec la petite vis de tension de câble qui permettra à votre chaîne de rester sur le grand plateau. Sachez que les puristes du vélo et les spécialistes du vélo vous diront évitez de mettre le grand plateau avec le grand pignon. Ce qu'on appelle croiser la chaîne. Vous allez abîmer votre chaîne plus rapidement et vous allez aussi abîmer votre matériel, notamment la transmission, ce qui coûte quand même le plus cher sur ce vélo, vous allez l'abîmer beaucoup plus vite. Donc, selon les puristes, évitez de le faire. Selon les abatteurs, on le fait tous. En vrai, on le fait tous. Pour ceux qui sont pas des pros, pour ceux qui se prennent pas la tête et qui veulent avoir le meilleur étagement possible pour passer partout. Voilà. Alors, il y a des combinaisons qu'on a l'habitude, moi par exemple, que j'ai l'habitude de faire, mais dire que je croise jamais la chaîne, c'est faux. Il y a des moments, je suis tellement en galère sur une fin de parcours, j'ai tellement plus les jambes que je croise. Donc voilà. Mais oui, pour répondre à la question, le passage du 1132 au 1136, il se fait sans trop de gros réglages à l'arrière, gros réglages derrière. Si vous hésitez, si vraiment vous avez le doute, si vraiment vous avez vraiment besoin d'une cassette 1136, n'hésitez pas de retourner voir votre technicien cycle. Et puis il vous le fera gentiment, il vous le fera probablement si vraiment vous n'êtes pas mécanicien. Donc voilà. Pourquoi je dis que ce vélo n'est pas cher alors que 1200 €, c'est quand même une sacrée somme? Alors écoutez, ça, j'en ai amplement conscience. C'est pas sur ma chaîne qu'on va me faire cette critique, je pense. J'essaie juste de proposer du matériel, des vélos
des sorties, des équipements de voyage, justement au meilleur rapport qualité-prix. Justement, c'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle la chaîne cycliste pour tous et tout budget. C'est pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Après, il ne faut pas se leurrer. Le marché du cycle, il a connu une explosion incroyable et c'est une bulle spéculative aussi incroyable. Ça commence à redescendre. Voilà. Mais là, on parle d'acheter un vélo neuf avec des équipements quand même de très bonne facture à des prix défiant toute concurrence par rapport à d'autres vélos similaires qui sont aussi ou moins bien équipés. Là, on parle quand même d'un produit qui, pour le prix, effectivement, n'est pas cher. Si vous voulez, on peut détailler de quoi est composé ce vélo. Ce vélo est composé de roues Mavic Cerium 30, 424 € la paire. À cela, vous ajoutez la chambre à air et les pneus. Déjà, vous en avez pour une quarantaine d'euros dans les pneus, plus les, on va dire, 10 € de chambre à air. Bon, roues mis à part. Vous avez le groupe GRX 400. Le groupe GRX 400, freinage hydraulique, évidemment. Le tout, sur le marché, est vendu entre 500 et 600 €. Donc déjà ça. Vous voyez, déjà, on a 424 dans les roues. On a déjà presque 500 € dans le groupe. 600 € pour les sites les plus chers. Vous avez une fourche carbone, c'est 150 €. Minimum. Vous avez un nouveau jeu de direction. Vous avez une magnifique peinture. La peinture, la pose, l'après, le vernis, ça coûte aussi. Autant vous dire que votre cadre, aluminium, vous ne le payez pas. C'est cadeau. À ce prix-là, c'est impossible de faire autrement. Vous voyez? Donc quand je vous dis que ce vélo est le meilleur rapport qualité-prix du marché, bah oui, on ne vous donne pas un vélo qui est en Shimano Claris 2x8 et qui est vendu 1600 €. On ne vous vend pas non plus un système de freinage qui est mi-câble, mi-hydraulique, ou pire, que à câble, et qui est vendu 1300 €. Pour 1200 €, en arrondissant, vous avez quand même pas ce qui se fait de mieux. Mais dans ces prix-là, vous avez largement ce qui se fait de mieux. Donc c'est pour ça, on pourra toujours dire que je suis vendu à la marque, ce qui est faux d'ailleurs, je suis désolé. On m'a proposé de le tester gratuitement, c'est tout ce que j'en ai tiré comme bénéfice. C'est déjà énorme et j'en suis très content, j'en suis très fier. Mais quand je fais la vidéo sur le Century 250, je suis le seul à croire à ce vélo. Donc je sais très bien de quoi je parle. Et là-dessus, on ne pourra pas me dire le contraire. Ce vélo, à ce prix-là, c'est cadeau. D'où son succès. Si ce vélo a un énorme succès populaire, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. S'il est en rupture de stock un mois, même pas un mois après sa sortie, un peu partout, ce n'est pas pour rien. Il n'y a plus aucun Nakamura dans ma région. Est-ce que tu sais s'il va y en avoir d'autres prochainement? Alors, on annonce le modèle carbone pour la fin août de cette année 2024. Je peux pas vous dire plus que ça. Je sais qu'il va probablement y avoir un nouveau réassort de Allroad parce que la demande est encore très forte. Donc je pense qu'il va y avoir un réassort très bientôt, peut-être en même temps que le modèle carbone. Donc voilà, ça reste à confirmer, mais je ne suis pas malheureusement dans le secret des dieux. Comme je vous l'ai dit, je n'ai eu que la chance de le tenter et que c'est grâce à Intersport de ma ville. Voilà, je n'ai pas de contact avec Intersport France ni avec l'usine de Machecou. Voilà. Bon bah voilà, qui devrait répondre dans les grandes lignes à la plupart des questions qui sont venues. Donc essentiellement c'était la taille, la selle, c'était principalement est-ce que vraiment ça vaut le coup de l'acheter, est-ce que les roues sont vraiment aussi bien que tu le dis? Bah ouais, comparé à l'ancienne version c'est quand même la jour et la nuit. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Oui, on y a répondu parce que franchement,
Est-ce que ça vaut le coup par rapport à l'ancienne version? Oui, ça vaut carrément le coup, parce que ce qui m'a coûté à peu près 500 € sur le Century, bah là, tu l'as tout de suite sur le Allroad, quoi. Donc oui, pour 200 € de plus. Donc, oui, je pense que l'affaire est belle. Et vous, quel changement vous avez effectué à la fois sur le Century, mais aussi vous avez peut-être effectué sur le Allroad? Ça m'intéresse. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine sur le petit vlog à vélo. Juste les cyclophages.